C'est génial. Bonjour. Bonjour à tous, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, la chirurgie esthétique fascine. Elle fait l'objet aujourd'hui d'un livre passionnant qui interroge sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans notre société. Et je reçois son auteur aujourd'hui. Bonjour, docteur Vladimir Mitz. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgien plastique, réparateur et esthétique. Et vous venez de faire paraître le livre Chirurgie esthétique pour ou contre, point d'exclamation. À l'heure où la tendance est aux injections d'acide hyaluronique, de Botox, est-ce qu'il faut nécessairement aujourd'hui passer par la chirurgie esthétique pour faire plus jeune, pour rajeunir? Surtout pas passer obligatoirement, Ouais. mais c'est vrai que le chirurgien esthétique a une dimension spéciale. Il a un bistouri et donc il peut faire du bien, mais il peut faire mal. La médecine esthétique, elle aussi, est une discipline formidable parce qu'elle consiste à traverser la peau ou à traiter la peau, mais peut-être avec moins d'angoisse pour les patientes. D'ailleurs, la médecine esthétique a fait des progrès que je salue, des progrès incroyables. Elle permet, avec le botox et les fillers, de donner de la paisibilité au front, de remplir les sillons, gonfler un peu les lèvres, discrètement. Discrètement, en faisant le plus naturel pas possible. trop. Mais derrière cela, malgré tout, il y a un moment donné où le bistouri a sa place. Si la jupe est trop longue, on aura beau la repasser ou marcher dessus, à un moment donné, il va falloir tailler et donner le revers pour que ça soit à la bonne hauteur. Et donc nous, on doit se placer, l'image, le chirurgien esthétique doit être à la bonne hauteur, technique, Oui. psychologique, morale, éthique. Alors quand on regarde le visage de certaines personnalités retouchées, dans le monde du cinéma en particulier, que ce soit en France ou aux États-Unis en particulier, des visages retouchés par la chirurgie esthétique, on se dit que ce résultat est pour le moins raté. Hein. Souvent, on est effaré par le résultat, par l'aspect changé de gens qu'on suivait depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats dont on va dire qu'ils sont ou hors normes ou excessifs et qui déforment plus qu'ils n'embellissent? Mais Charlotte, c'est tout le but de mon livre, d'expliquer que le raté fait partie de notre discipline. Dans rater, il y a presque le début de rattraper. Ouais. C'est-à-dire que l'échec, malgré le talent du chirurgien, malgré son bon vouloir, peut survenir parce qu'il peut y avoir une infection, ou bien la cicatrice peut nous jouer des tours, elle n'évolue pas comme on voudrait. Et donc, même entre les meilleures mains, il y a cette part d'incertitude. On n'appelle pas ça l'aléa thérapeutique, parce que l'aléa, c'est un accident. Là, il s'agit d'un détournement de l'espérance, à la fois de la patiente, ça c'est ennuyeux, et du médecin qui la suit, c'est-à-dire nous. Et on doit être à même, néanmoins, d'arriver à parfaire le résultat. L'image que je donne, vous prenez un avion pour aller à New York, on vous débarque aux Antilles en disant il y a trop de tempêtes, on ne peut pas continuer. Ben, vous descendez, puis vous dites moi je veux aller à New York et la compagnie doit vous ramener à New York. Et nous c'est un peu ça. On se fixe un but final dont on discute avec une patiente et s'il y a un aléa entre guillemets ou s'il y a un ratage, et il y a plusieurs sites de ratage, plusieurs possibilités, on doit rattraper pour qu'elle soit heureuse. Et le chirurgien, nous, on doit être un homme invisible. Personne ne doit voir qu'on a fait quoi que ce soit. Bien sûr. Et si on voit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, si on voit les grosses lèvres pulpeuses, les pommettes dans tous les sens, le front qui bouge absolument plus et qui fait qu'une actrice ne peut plus jouer, ben ça, c'est pas bon. Mais ces ratages qui sont de l'ordre de l'esthétique et qui plaisent souvent à la personne qui a eu recours, est-ce que vous diriez qu'ils nuisent à l'image de votre spécialité aujourd'hui? Oui, je pense qu'en France, il y a une grande différence par rapport, ou en Europe, par rapport aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les patients veulent qu'on voit qu'ils ont été opérés, puis ça veut dire qu'ils ont pu payer. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la caste de ceux qui ont pu se le permettre. En Europe, c'est très différent. On veut être à l'intérieur de soi, entier, et que personne ne se rende compte que vous avez fait cet acte un peu bizarre. On ne veut pas que ça se sache. Et donc le chirurgien est un homme invisible. On est dans le cœur des patientes, on doit y rester. Elles ne vont pas distribuer notre carte de visite comme ça, parce que ça saurait que les copines, vous savez, la bonne copine, elle saurait que je me suis fait faire quelque chose. Donc on est dans leur cœur. Chirurgien invisible, mais efficace. Alors ces ratés, on le sait, je le disais en intro de cette émission, fascinent, hein, autant les médias que les foules d'ailleurs, plus que le succès et les réussites de cette chirurgie esthétique. Pourquoi pensez-vous qu'il y a une telle appétence
autre appétence pour ces ratés qui fascinent aujourd'hui? Parce que je crois que c'est un état d'esprit de notre époque. C'est un peu comme dans les romans ou dans le cinéma. Il y a rarement maintenant des happy ends. Quand on va au cinéma, il doit y avoir un drame. Un individu va se battre contre la société, il va s'écrouler et puis il va se relever. Et je pense que dans cette courbe du malheur, il y a quelque chose qui fascine tous les individus et que même en matière de chirurgie esthétique, le raté est quelque chose qui rend l'autre presque pitoyable mais sympathique. Et qu'à ce moment-là, on peut l'aimer. Alors que si tout se passe très bien, c'est presque injuste parce que dans notre vie quotidienne, tout se passe jamais tout très bien. Donc que ça leur arrive aussi à eux, entre guillemets, ça nous donne une certaine satisfaction. Est-ce que vous diriez que l'insatisfaction permanente de certaines patientes ou patients peut expliquer ces ratages esthétiques, ces too much esthétiques? C'est possible. C'est une des parties de notre métier que de savoir dépister en consultation des patients qu'on appelle des dysmorphophobes. C'est-à-dire ce sont des gens qui se haïssent eux-mêmes. Ils vont commencer par demander une opération du nez, et puis après ils vont dire, bon, mon nez, mais c'est ma bouche en fait qui ne va pas, c'est mes pommettes, c'est mes seins, c'est mon ventre. Et puis il faut faire un peu attention parce que certains de ces patients peuvent être même paranoïaques. Donc ils peuvent être dangereux, soit pour eux-mêmes, à cause de toutes ces opérations répétitives qui servent à rien, soit vis-à-vis du thérapeute. Il y a chaque année des chirurgiens blessés, voire tués, des chirurgiens esthétiques qui ont péri parce qu'une patiente mécontente était retournée les voir avec un revolver ou un couteau. Trop revendicative. Trop revendicative. Donc c'est un état d'esprit pathologique, on appelle ça un TOC, et nous en consultation, des fois, on a du mal à les dépister la première fois. Comment vous gérez, vous traitez les demandes folles, pour reprendre le terme que vous utilisez dans ce livre, de vos patients, ces demandes qui sortent de l'ordinaire, qui vont trop loin? Comment vous les gérez? Alors, il y a deux règles. La première, c'est de les écouter jusqu'au bout. On se tait et on écoute leurs demandes parce que ce sont des patients qui ont besoin de verbaliser en quelque sorte des demandes qui sont très longues. Et puis après, notre seule solution, c'est justement de leur parler des risques. Il n'y a qu'en mettant en avant les dangers et les risques que leur opération peut leur apporter par rapport à leur état actuel, que nous pouvons leur faire prendre conscience que c'est dangereux de se faire opérer pour eux. Alors oui, qui dit chirurgie dit risque, vous venez de le dire, vous mettez en garde dans le livre sur le fait que le risque zéro n'existe pas en chirurgie, même si ça n'est que de la chirurgie esthétique, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le patient d'abord? Quel risque prend-il? Et pour le chirurgien ensuite? Alors pour le patient, le risque principal du ratage, c'est que tout le monde le voit et que tout le monde puisse l'accuser en quelque sorte de se faire une opération qui n'a pas marché et qui serait quelque chose qui le dévalorise au quotidien. Heureusement, ces risques sont rares. Je ne parle pas des risques vitaux. Ça, c'est au moment où on fait l'anesthésie. L'anesthésie, ça existe. Mais là, il y a tout un bilan qui est fait avant. Maintenant, il y a tout un check-up qui est fait avant, même en salle d'op, pour vérifier qu'on opère bien le bon côté, que c'est bien le bon patient. Donc, il y a des risques un peu évidents qu'on essaye d'annuler. Mais il reste quelques risques pour lesquels on n'a pas de solution absolue. Le coup de la malchance, et si c'est mauvais, eh bien nous, chirurgiens, nous devons donc le rattraper. Et pour nous, quand vous me posez la question de qu'est-ce que c'est que le risque, c'est quelque chose auquel on pense en permanence. C'est pas par la peur du procès, parce que malgré tout, s'il y a un procès, c'est quelque chose de grave qui a été fait, et puis on a des assurances qui permettront je dirais, de réparer financièrement ou moralement. Mais c'est en notre âme et conscience que nous sommes dévastés, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaiterait, parce qu'on ne souhaite bien sûr pas le mal de nos patients, même au prix de l'argent. Évidemment. Vous dites d'ailleurs une chose surprenante, parfois la patiente est emballée par le résultat et pas le chirurgien. Ça vous arrive de ne pas être satisfait? Oui, parce que nous sommes aussi des perfectionnistes. Dans toutes ces études que nous avons faites, il y a une approche presque artistique de notre métier, et rétablir la courbe d'un profil du visage, c'est quelque chose qui nécessite une approche un peu artistique. Et le changement qui peut déjà être perçu comme majeur par la patiente, nous on l'analyse et on se dit « Ah, là, ça aurait pu être un tout petit peu plus fin, la pointe aurait été un tout petit peu plus discrète encore, mais pour la patiente, c'est déjà tellement merveilleux, elle est heureuse. » Et nous, on se dit « Bon, on aurait pu faire encore un petit peu mieux. » Mais vous vous abstenez de le dire. On ne va pas forcément lui dire « Faites-vous réopérer ». Alors en France, dont vous dites que le pays est précurseur en matière de techniques d'intervention esthétique, quels sont les risques de ratage pour le patient en France? Est-ce qu'ils existent plus ou moins qu'ailleurs? La France est un pays merveilleux pour la chirurgie esthétique, parce que notre école a permis d'inventer beaucoup d'opérations. Il y a eu, je vais quand même prendre le temps on a un petit peu de temps de les signaler, on a un chirurgien génial qui s'appelle Paul Tessier, qui a inventé la chirurgie crânio-faciale. Il y a un film qui est sorti pour montrer un syndrome de Treacher Collins, un petit garçon qui avait une malformation.
Et ces malformations ont pu être réparées grâce à ce chirurgien qui les a inventées. On a eu en France un chirurgien qui s'appelle Illouz. Illouz a inventé la liposuction. C'est une opération qui a changé la vie. Fini d'être obligé de courir à chercher des blue jeans géants. Il a adapté la femme aux blue jeans qu'elle avait dans sa garde-robe parce qu'il a inventé cette liposuction extraordinaire qui permet d'enlever des graisses que la femme ne peut pas perdre malgré le sport, malgré le régime alimentaire. Et puis nous avons eu tous les progrès en matière de rajeunissement du visage. C'est l'école française qui a permis les liftings à 2 étages. Peau et structure plus profonde. C'est plus dangereux, mais c'est merveilleux parce que c'est un visage beaucoup plus serein et surtout naturel. Donc la France est un pays important pour la chirurgie esthétique. La formation est très serrée, très importante, et tous ceux qui sortent formés par les chirurgiens français qui sont dans les hôpitaux et dans les écoles de formation sont vraiment de très grande qualité. Alors vous disiez tout à l'heure que même un bon chirurgien peut rater une opération. Est-ce que vous avez vous-même eu des ratés qui vous ont empêché de dormir, qui ont été suffisamment graves pour vous faire regretter d'avoir agi ? Charlotte, oui. J'en parle d'ailleurs dans ce livre. Et il y en a, par exemple, il y a une patiente, je me demande ce qu'elle est devenue parce qu'elle n'est pas revenue me voir après quelques temps, mais je me suis dit, là, j'aurais pu faire mieux. Et bien sûr, la nature m'a pas aidé. Quand on maîtrise le geste à ce point, comment peut-on rater, comment un bon chirurgien rate une opération ? Parce qu'il y a les problèmes de la cicatrisation. Pour bien être clair, supposez une patiente qui a les seins qui tombent. Donc la peau chez elle s'est distendue, c'est génétique et hormonal. Et puis on va donc redraper, on va refaire une opération, on va remonter la poitrine, on va la regalber. Et puis on pense que ça va bien se passer. Mais parfois la peau est tellement dégradée que 3 ou 4 mois après, la peau de nouveau s'est redistendue comme un hamac fatigué qui ne tient pas. Et donc on revoit la patiente, elle n'est pas tout à fait comme avant, mais presque comme avant. Et on est désolé pour elle et il faudrait recommencer. Et ce n'est pas facile à expliquer à la patiente. Et nous on en est malheureux parce qu'on se dit peut-être qu'on aurait pu enlever encore plus de peau à ce moment-là. On va dire les mystères du corps humain qui sont inhérents au fonctionnement de tout un chacun. C'est du cas par cas. Tout à fait, c'est du cas par cas. C'est une adaptation à l'inconnu de chaque opération. Quelle est, selon vous, l'opération la plus délicate, même la plus redoutable à réaliser et pour quelles raisons ? Actuellement, comme toujours, c'est l'opération du lifting. C'est l'opération du rajeunissement du visage, parce que le visage, c'est ce qui nous fait dialoguer avec les autres, c'est nos expressions. Et ce sont des opérations délicates, parce que si on n'est pas excellent, mais vraiment totalement excellent, on peut déformer, par exemple tirer la bouche vers l'arrière, ce qui est une stupidité. Il y a des vecteurs à connaître, à reprendre. Les visages ne sont jamais les mêmes des deux côtés. Donc la chirurgie du rajeunissement, c'est une chirurgie qui est très délicate, mais qui a fait de grands progrès aussi. Il y a eu beaucoup de modifications techniques qui ont permis d'avancer dans ce sens-là et d'être plus sûr. Et quand il y a raté, est-ce que c'est corrigible ? Tous sont corrigibles ? Oui, pratiquement tous les ratés sont corrigibles parce qu'on dispose maintenant de moyens techniques qui nous permettent de remplir ce qui est creux, de retendre ce qui est distendu, de détendre ce qui a été trop tendu. Ouais, on a une panoplie, je dirais, de secours pour lequel les chirurgiens, justement, doivent être réparateurs et pas seulement esthétiques. Tout chirurgien esthétique doit être passé par la case de chirurgie réparatrice dans son apprentissage pour maîtriser ces techniques qu'on a appris pour les accidents graves. Alors dans votre ouvrage, vous parlez de la responsabilité des patients vis-à-vis de l'engagement qu'ils prennent avec vous, des suites post-opératoires aussi qui incombent à l'opération qu'ils vont subir. Je pense à la liposuction pour laquelle vous demandez à vos patientes de faire du sport en amont, de perdre du poids, de continuer l'exercice physique après la liposuction pour garder les bénéfices de l'opération. Mais aussi à plusieurs reprises dans votre ouvrage, vous précisez l'influence néfaste du tabac sur les suites post-opératoires. Est-ce qu'il faut arrêter de fumer avant de recourir à une opération ou quand on a été fumeur, c'est terminé, on aura des conséquences peut-être plus graves, si conséquences néfastes il y a après une opération de chirurgie esthétique ? Vous avez raison, je crois que c'est important de prévenir la patiente qu'on est partenaire. On n'est pas seulement partenaire au niveau bistouri et finance, on est partenaire au niveau évolution. Et ce partenariat suppose à la patiente une prise de conscience de comment est-ce qu'elle gère sa vie en dehors de sa beauté. Et la gestion alimentaire, la gestion de sa silhouette, c'est fondamental. Avant une liposuction, il faut que la patiente ait déjà perdu une graisse de surface, parce que nous, on va enlever la graisse profonde. Ouais. Alors si on enlève le cœur de l'abricot et qu'il reste la chair de l'abricot, ça ne va pas une grosse différence. On a donc besoin que la patiente participe. Le tabac est un ennemi total. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi, je vais le dire aux téléspectateurs, le tabac entraîne la mise en place de petites molécules de calcaire sur les fibres élastiques. Et ces fibres élastiques, comme un élastique,
casse beaucoup plus facilement. Et donc, si on met la peau en tension à ce moment-là, si on fait un acte sur la peau, il va y avoir des petites cassures microscopiques qu'on ne voit pas, mais qui vont délabrer le résultat. Et donc, le tabac est un ennemi absolu de la femme qui veut rester, et de l'homme qui veut rester jeune et beau, jeune et belle. Donc, il faut arrêter de fumer combien de temps avant de se faire opérer pour avoir des... Au moins 2 mois. Au moins 2 mois avant. Au moins 2 mois. Vous parliez tout à l'heure des progrès de la médecine esthétique. Quels sont les progrès ou le progrès le plus significatif aujourd'hui en matière de chirurgie esthétique ou réparatrice? Il y en a 3. Le premier, c'est d'utiliser la propre graisse du patient pour remplir des volumes. On peut le faire par exemple au niveau des seins, une jeune fille qui n'a pas de poitrine et qui a une culotte de cheval. Miracle, ça y est, on peut utiliser ce trop-plein quelque part, ne pas le jeter, mais l'utiliser au niveau de la poitrine. Mais on ne peut pas gonfler les seins comme si on soufflait de la crème chantilly, parce qu'on doit mettre les cellules presque une par une dans des tunnels, et donc on ne peut pas en mettre beaucoup plus qu'un, je dirais, un demi-bonnet à chaque séance opératoire. Et il en faudra 2 ou 3, mais en 2 ou 3 séances, on peut augmenter le volume d'un sein au moins d'un bonnet chez une patiente, sans recourir à une prothèse. Le deuxième grand progrès qui a été fait dans notre discipline, ce sont les opérations de rajeunissement. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait rajeunir en décollant moins au niveau du visage. Et ça, c'est un grand progrès parce qu'on déforme beaucoup moins. Et le troisième progrès, c'est ce qu'on appelle les séquelles des amaigrissements massifs. Certains patients ont subi des amaigrissements de l'ordre de 100 kg à la suite de prises de poids trop importantes. On les opère pour qu'ils perdent du poids, et là, ils sont un peu dévastés. Ils ont la peau des bras qui n'est plus bonne, et ils ont les seins qui tombent, le ventre qui se défait, et donc on peut les opérer à différents étages, combiner ces opérations selon des algorithmes très personnels et subtils, pour arriver à leur redonner un corps de nouveau acceptable, et on se donne 1 an. On évite de faire toutes les opérations en même temps, parce que l'opération serait trop longue. On a droit à 4 à 6 heures d'opération, je dirais, paisible pour la sécurité de la patiente. Docteur Vladimir Mitz, on est très suivi en ce moment et on a beaucoup de questions des internautes qui arrivent sur ma tablette. Donc je vais vous les poser tout de suite. C'est tout de suite vos questions. Alors, il y a déjà un compliment de Martine. Merci Martine pour le docteur Mitz. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, dit-elle. Yves Aguila nous demande, monsieur, est-ce que vous avez déjà vous-même pratiqué la chirurgie sur votre corps? Parce qu'on peut voir que vous avez des poches sous les yeux, par exemple. Alors, c'est un témoignage assez brut. Que répondez-vous à Yves Aguila? J'avais très envie de me faire opérer. J'avoue que c'est une des choses qui me tente depuis très très longtemps. Et puis, j'ai des assistants que j'ai formés qui sont excellents. Mais j'ai aussi un petit point très particulier, c'est que ce sont des poches de famille, génétiques, chez moi. Et comme j'ai perdu mes parents, c'est une façon aussi, quand je me regarde, d'avoir cette pensée vers eux. Donc oui, il a raison, cet auditeur. Et il faudrait que je me fasse opérer, et ça serait une merveilleuse opération. Mais c'est quand même, j'enlève quelque chose de mon passé. Corinne précise, j'enseigne le thème du corps naturel, corps artificiel chez des BTS, et on se pose tous la même question, comment des chirurgiens esthétiques peuvent accepter des opérations absurdes, comme celle de se faire retirer des côtes pour ressembler à Barbie et avoir la taille extrêmement fine? J'abonde totalement dans sa direction. Je crois qu'il y a des opérations inutiles, mais il y a des opérations qui paraissaient inutiles à un certain moment donné et qui ont une certaine utilité. Par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de la chirurgie esthétique intime, qui est un domaine tout à fait nouveau, pour lequel on pouvait penser que c'était quand même un peu ridicule d'aborder chez les adolescentes un problème qui était très très caché. Et puis finalement, compte tenu de l'évolution de la société, eh bien, il y a une demande, et une demande qui a été fondée respectable parce qu'il y a une gêne fonctionnelle. Donc dans le cas de se faire enlever des côtes, c'est une stupidité, parce que ça ne gêne en rien, au contraire, ça peut compliquer la fonction. Mais si ça peut aider à la vie quotidienne et au vécu quotidien, ça peut être intéressant. Il y a encore la place pour des nouvelles opérations. Yves nous demande, nous signale simplement, la difficulté c'est de trouver l'adresse d'un bon chirurgien. C'est vrai que la question se pose effectivement pour n'importe qui de taper à la porte d'un bon professionnel. On a l'impression que tous les docteurs, pardon, j'ai perdu la question. On a l'impression que tous les docteurs se lancent sans savoir. C'est sans doute parce que nous avons peur. Et donc, peut-être, effectivement, notre vision est faussée sur la profession. Il a raison, mais il y a un secret. Il faut faire confiance à son médecin de famille. Parce que c'est le médecin de famille, beaucoup mieux parfois que les copains ou les copines. Il a vu plusieurs résultats d'un chirurgien qu'il connaît. Et donc, c'est lui qui doit orienter. Il est au centre
de toutes les orientations thérapeutiques. Il faut lui faire confiance. Moi, je plaide beaucoup pour la place du médecin de famille pour orienter les patients qui ont envie d'une chirurgie esthétique et qui ne connaissent personne. On me signale que dans les commentaires du chat, on a autant de personnes qui sont pour et autant qui sont contre. Vous voyez, c'est vraiment un sujet qui partage. Toufik, vous parlez du visage. À 22 ans, ma dermato parisienne m'a proposé un devis de Botox pour une ride sur le front qui ne part pas. Est-ce que vous trouvez cela normal? Moi, j'ai eu peur. Je dirais que c'est quand même très jeune et qu'une ride sur le front à 20 ans, c'est aussi un petit signe de concentration et d'intelligence. Donc pour ce jeune patient, je pense qu'il a raison de résister. Maintenant, s'il développe d'autres rides et si ça l'obsède, si c'est un vrai complexe qui s'installe, c'est vrai que le Botox est très efficace. C'est résorbable, donc il faut réitérer l'injection, oui, c'est ça? Oui, c'est une toxine. Comme c'est une toxine, le fabricant ne veut pas que ce soit trop efficace parce que ça pourrait tuer. C'est de la toxine botulique. Et donc, c'est calculé pour que ce soit un peu efficace pendant 3-4 mois et après, il faut recommencer. Corinne demande, que pensez-vous des opérations de chirurgie esthétique sur les plus jeunes? Je ne parle pas de chirurgie réparatrice, mais bien de chirurgie esthétique. Et c'est vrai que dans votre ouvrage, vous consacrez un chapitre à la chirurgie esthétique chez l'adolescent. Oui, l'adolescent est maintenant en très forte demande à cause d'Internet, des médias, de toutes les comparaisons qu'il peut faire. Et l'adolescent vient en général seul au cabinet pour en parler avec nous. Notre problème, c'est de déterminer s'il y a une vraie déformation. Oui. S'il y a un nez qui est épouvantable, s'il y a une asymétrie mammaire qui ne va pas, si la jeune fille est mal dans sa peau pour une raison X ou Y, on doit l'entendre, mais ma formule, ma règle, c'est que ça ne peut être une opération décidée qu'avec la famille, en consensus. Et donc, plus important que d'envoyer cet élève ou cet enfant à un psychologue pour savoir si c'est nécessaire, moi, c'est la famille que je veux voir, discuter avec la famille, savoir quel est le retentissement au quotidien de ce problème, de ce complexe, parce qu'un complexe ne partira pas, il ne sera pas chassé par un autre complexe, et parfois, il faut mieux un coup de bistouri précis qui va faire partir le complexe. Dans mon expérience, j'ai beaucoup d'adolescents qui ont été très heureux. Je les ai défendus au moment où il valait mieux les opérer devant des parents hostiles, mais qui à la fin ont compris et ont accepté. On a une question concernant les hommes, puisque vous parlez des patientes. Luna nous fait remarquer que vous dites toujours les patientes, mais est-ce que les hommes ne se font pas opérer aussi? Oh, de plus en plus. De plus en plus. Imagine. Oui, on passe tout doucement de 10 à 15%, notamment pour des problèmes particuliers qui sont justement les poches sous les yeux et l'embonpoint qui arrive vers 55 ans, un peu plus tard chez l'homme. L'homme prend du poids vers 50, 55 ans, alors que la femme commence déjà vers 38, 40 ans. Et donc, l'homme arrive de plus en plus maintenant à vivre vieux, enfin vieux, un peu plus vieux, et il est en demande de modification corporelle, parce que malgré le sport, malgré toutes ses activités, il y a une graisse qui fait des pneus sur les côtés et un peu sur le bedon qui ne part pas. Et ça le dérange considérablement. Est-ce que la détermination des patients est aussi importante que celle des femmes qui viennent vous voir? Oui, parce que ce sont des patients avertis qui connaissent les risques, qui ont vu sur des vidéos ou des photos des résultats, et sinon pas exactement d'ailleurs le résultat qu'ils souhaitent, ils vont en revenir. Ils veulent des tablettes de chocolat parfois, et ils nous demandent de sculpter dans la graisse des tablettes de chocolat. Ça marche? Oui. Sans faire de sport? C'est des fausses. Oui, mais après, il faut quand même entretenir. Ah oui, bien sûr. Chantal demande, combler un visage creux à 60 ans avec des cernes, que faire? Je veux votre avis, docteur. Il y a deux possibilités. Le premier conseil que je vous donne, c'est de commencer avec des produits résorbables. C'est de l'acide hyaluronique. Ce sont des produits maintenant qui tiennent 18 mois à 2 ans. Et cela permet de donner à la patiente l'image de ce que l'on peut obtenir. Et si vraiment ça lui plaît et qu'elle ne souhaite pas recourir régulièrement, c'est de faire ce qu'on appelle le lipofilling, dont je parlais tout à l'heure, qui est de réutiliser, si par chance elle a un peu de graisse, quelques spaghettis de graisse sur le corps qu'on peut prélever, d'utiliser sa propre graisse qui nous permet vraiment de remodeler un visage, de l'arrondir. Et parce que ça arrive chez des patients âgés, certains patients ont des visages qui se creusent. Ça peut être au niveau des orbites, ça peut être au niveau des joues aussi à cause de problèmes dentaires. Et c'est une bonne solution, ce lipofilling, pour arrondir, pour donner ce côté jeune enfant, bien aux joues un peu bien rebondi. Francie s'interroge sur une question intéressante d'ailleurs. On peut faire un lifting jusqu'à quel âge? On peut faire un lifting tant qu'on veut. Moi, le lifting le plus âgé que j'ai pratiqué était le 4e lifting chez une femme de 80 ans qui était une chef, une PDG, et qui ne se voyait pas vieillir, qui travaillait tout le temps et qui exigeait de son secrétaire général, qui avait 65 ans, qui lui témoigne de l'admiration sur son physique. Je lui ai fait, et ça s'est très bien passé. Elle n'était pas très belle, mais elle était ridée, et elle voulait absolument avoir un visage qui reste autour de 60 ans. Mais on peut s'interroger sur la capacité du corps à cicatriser à un âge avancé?
4 fois dans mon expérience. Je ne sais pas si un autre chirurgien l'a fait plus souvent, mais l'expérience a montré que ça avait marché. Virgile demande, pensez-vous qu'un jour la chirurgie réparatrice sera prise en charge par l'assurance maladie, ne serait-ce qu'à 50%, par exemple pour une abdominoplastie? Alors, il parle de chirurgie réparatrice. La chirurgie réparatrice est prise en charge, sauf certaines opérations pour lesquelles on doit faire ce qu'on appelle une entente préalable. C'est une procédure où on soumet au médecin conseil de la sécurité sociale une proposition d'opération et ce médecin est souverain pour dire j'accepte ou je n'accepte pas. Pour la chirurgie esthétique, malheureusement, il n'y a pas de prise en charge et il y a pire. Oui. C'est que l'État prélève sa partie. C'est-à-dire quand un patient, il y a une TVA, quand un patient paye un chirurgien pour une opération, le chirurgien doit reverser 20% du montant de l'opération à l'État, sous forme d'un impôt qui est donc payé directement par le chirurgien et versé par le patient. Oui. Et cela est très contrôlé, et cela est un peu dommage. Ça veut dire que notre corps appartient à l'État, il ne nous appartient pas vraiment. Puis il faudrait que l'État prenne un peu plus soin de nous dès notre naissance, puisqu'il est impliqué à 20% en hauteur de notre corps. Daniel, je me demande comment les ratés de la chirurgie esthétique assument leur choix. C'est plutôt comment les médecins assument les ratés de leurs opérations. C'est très difficile pour nous. Quand il y a un raté, c'est vrai qu'on y pense jour et nuit, on dort mal, on réfléchit, quelle solution je vais utiliser pour le réparer. Et puis, il y a une règle aussi pour nous, c'est quand ça arrive, on voit ces patients beaucoup plus souvent. Ça nous arrive de les voir 2-3 fois par semaine pour leur soutenir le moral, parce que parfois on ne peut pas les réopérer tout de suite. Donc il y a un soutien auquel nous souscrivons pour ces patientes. Et puis parfois, malheureusement, ces patients perdent confiance en nous. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un confrère qui va nous téléphoner en disant « j'ai vu ta patiente, elle ne veut plus venir te voir ». Et là, c'est nous qui sommes vraiment très très mal, très très mal, au moins aussi mal que la patiente et son raté. Forcément. Quelle est l'opération la plus pratiquée dans le monde aujourd'hui, vous le savez? C'est la liposuction. La liposuction? Oui. On pourrait penser que c'est le lifting. La liposuction? C'est la liposuction, ensuite les implants mammaires, et ensuite les opérations du visage à téprinoplastie, paupières. Les liftings viennent un peu plus tardivement, parce que ce sont des opérations complexes, chères, pour lesquelles il faut une certaine maturation, déjà chez les patientes avant de d'y Alors que la liposuction balaie une tranche d'âge beaucoup plus large, c'est ça? Beaucoup plus large. Pourquoi la chirurgie, du coup, est-elle aussi peu efficace, ou en tout cas ne se pratique pas, je crois? Ça, c'est une question que je vous pose, parce que c'est souvent le cou dont on dit que, comme la peau des mains d'ailleurs, ne se répare pas. Ça y est, la chirurgie du cou, elle est au point. Par exemple, pour moi, personnellement, ce serait intéressant de faire à la fois un dégraissage et une retention de la peau et des muscles du cou pour que ça tienne. Mais c'est une opération qui est assez importante, pour laquelle il faut prendre son temps, en sachant qu'on a une quinzaine de jours dans lesquels on peut être gêné pour aller travailler. Donc, ce n'est pas anodin. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas trop pratiqué. Elle peut se réaliser seule ou il faut un lifting en parallèle? Très jeune, on n'est pas obligé de faire un lifting. Si j'étais comme ça à 25 ou 30 ans, je me serais fait faire ce qu'on appelle un lipolift, qui est un simple dégraissage du cou, qui est efficace, parce que la peau peut encore se rétracter. Passé 30 ans, on a un peu vieilli, et là, il faut donner un petit peu de tension à la peau. Merci beaucoup, Dr Mitz, pour cet entretien. On est obligé de s'interrompre puisque l'émission touche à sa fin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Chirurgie esthétique pour ou contre » et qui est édité chez Flammarion. Je reprécise de nouveau que dans votre livre, vous consacrez une partie à la chirurgie intime, qui est aussi une opération du sexe de la femme et des lèvres en particulier, qui intéresse beaucoup de femmes aujourd'hui. Vous en parlez dans votre ouvrage et je rappelle que vous parlez aussi de la chirurgie esthétique des adolescents qui pose beaucoup de questions aujourd'hui en prenant parti ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour un non, ni pour un oui affirmé. C'est du cas par cas, comme vous l'avez dit. Merci encore pour cette